Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Ripple, de Polygon, d'un piratage assez énorme qui vient d'arriver. Plusieurs dizaines de millions de dollars ont été volés. On va parler aussi de Ethereum et de sociétés qui achètent de l'Ether. On va parler d'un gros projet crypto qui a du mal. Il licencie. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 109 000 $, légère hausse, Ether 2,6% de hausse, 2650 $. Le marché est globalement en hausse aujourd'hui. Et on va commencer avec Ripple et le stablecoin de Ripple, le RLUSD, qui vient de dépasser les 500 millions de dollars 7 mois après le lancement. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas un échec, c'est pas non plus un succès énorme. C'est-à-dire on n'a pas encore le RLUSD qui vient concurrencer l'USDC ou l'USDT, mais c'est pas non plus un échec avec quelques dizaines de millions de dollars uniquement. Donc on va surveiller ce qui va se passer avec le RLUSD. C'est clairement une stratégie de Ripple d'aller vers les stablecoins, alors que eux initialement ils se sont lancés bien avant l'apparition des stablecoins. C'était d'une certaine manière la valeur ajoutée du token XRP, cet échange instantané de valeur entre les banques, etc. Même si là, les deux coexistent, le XRP et le RLUSD, on voit bien la stratégie de Ripple quand même assez centrée, en tout cas qui essaye de pousser le RLUSD. Ensuite, il y a une mise à jour majeure qui arrive sur Polygon, la mise à jour AMDAL V2. C'est prévu pour le 10 juillet, donc c'est prévu pour demain, et ça va venir améliorer pas mal de choses. C'est une très grosse mise à jour, ils disent que c'est la plus grosse mise à jour depuis 2020 pour le réseau Polygon. La finalité va passer de 90 secondes à 5 secondes, c'est-à-dire la durée à partir de laquelle il n'y aura plus de retour arrière sur cette blockchain. Et les blocs aussi, la durée entre les blocs va baisser. On passe de 5 secondes à peu près à 2 secondes. Donc c'est plutôt pas mal aussi à ce niveau-là de cette amélioration au niveau des blocs. Ensuite, on va parler de Phantom. Phantom est honnêtement une news que je trouve assez hallucinante. L'intégration de Phantom et d'Hyperliquid. Phantom, c'est un wallet majeur, initialement conçu pour Solana. Depuis, ils se sont diversifiés. On a Phantom pour Polygon, pour Base et pour un certain nombre d'autres blockchains. Mais là, en fait, ils vont offrir une intégration à Hyperliquid pour le trading de perpétuels de produits dérivés autour des cryptos qui permet de faire du trading à effet levier. Donc en fait, c'est le point fort de Hyperliquid. Il y a plein de projets crypto disponibles sur Hyperliquid avec du levier. Et là, vu qu'Hyperliquid, c'est décentralisé, ou c'est permissionless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de demander une autorisation pour s'intégrer avec Hyperliquid. On peut interagir avec le code et faire des intégrations. Et c'est ce que Phantom a fait. Donc on va pouvoir, depuis les wallets Phantom, faire du trading avec de l'effet levier. Très simplement grâce à Hyperliquid, et ça montre aussi la puissance d'Hyperliquid. Honnêtement, c'est assez fou ce qu'a réussi à faire Hyperliquid. Je connais plein de plateformes différentes qui décident d'utiliser Hyperliquid pour l'intégration. Beaucoup préfèrent utiliser Hyperliquid à des exchanges centralisés parce qu'il n'y a pas de KYC notamment. Pour l'aspect trading aussi, c'est l'une des rares solutions qui permet de faire une intégration simple, et c'est pour ça que Phantom a choisi ça. Mais moi, le côté négatif que je vois ici, c'est pour Solana. Parce que Phantom, c'est un wallet majeur sur Solana, et au final, l'intégration qu'ils ont choisie pour les contrats perpétuels, c'est pas sur Solana. Alors qu'il y a des exchanges sur Solana qui font ça, des exchanges décentralisés. Et non, ils ont choisi Hyperliquid. Ça montre la puissance de Hyperliquid par rapport aux autres. Et moi, je vous l'ai dit, ma vision, c'est que Solana est plus en concurrence avec Hyperliquid que n'est en concurrence avec Ethereum. C'est ma vision parce que Solana, il se présente un peu comme le Nasdaq décentralisé. Donc c'est vraiment ce qu'Hyperliquid aussi est en train de faire d'une certaine manière l'endroit pour les traders, le marché spot, le marché des contrats perpétuels. Alors oui, se diversifier aussi Hyperliquid avec l'Hyper EVM pour les smart contracts, mais pour l'instant ça reste assez confidentiel. Et en parlant d'exchange décentralisé qui permet de faire du trading avec de l'effet levier, eh ben c'est le moment de vous parler du piratage qui vient d'avoir lieu de GMX. GMX, c'est un exchange majeur présent principalement sur Arbitrum, regardez, avec 465 millions de dollars de TVL. On a un petit peu sur Avalanche et Solana aussi, mais le gros vraiment c'est sur Arbitrum. Et là, le cours du token, il a chuté de 10%. Regardez, il y a des inquiétudes autour de cette information qui vient de sortir, comme quoi l'exchange aurait été piraté. De combien? A priori 40 millions de dollars, entre 35 et 40 millions de dollars. Les fonds ont déjà quitté en partie l'exchange décentralisé. Ça a directement été transféré sur Ethereum, converti en Ether pour pas rester en USDC, parce que l'USDC peut être bloqué par Circle, même si Circle ils ont encore mis trop de temps à réagir et ils n'ont pas réussi à réagir à temps pour bloquer les 30 à 40 millions de dollars qui ont été volés.
Ensuite, ça a été converti en partie en DAI aussi, c'est le stablecoin décentralisé de Maker. On voit bien que les hackers, ils fuient les tokens de type USDC et USDT parce qu'ils savent qu'il y a des fonctions de blacklisting présents qui permettent en fait à ces sociétés de bloquer les fonds. On n'a pas encore les détails de comment le piratage a eu lieu, pourquoi c'est que 40 millions de dollars et c'est pas 500 millions de dollars, la TV elle complète. En tout cas, moi ce que je recommande, c'est les personnes qui ont des fonds sur GMX, de les retirer tout simplement parce qu'il y a un risque et quand il y a un risque il vaut mieux retirer les fonds. Alors soyez vigilants quand vous interagissez, on n'a pas d'informations sur l'interface qui serait compromise, donc il n'y a pas le choix malheureusement, mais moi si j'avais de l'argent sur GMX, j'aurais clairement retiré mon argent parce que je sais pas le pirate jusqu'où la faille est présente et certaines fois il y a des pirates qui viennent exploiter une faille. Ensuite, il y a d'autres pirates qui remarquent la faille et qui arrivent à la généraliser et à prendre d'autres fonds. Donc vraiment, il faut être vigilant à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de Eigenlayer. Eigenlayer, c'est un projet que j'appréciais particulièrement. Je suis très satisfait de l'airdrop global Eigen et Terfi qui a eu lieu. Mais le projet se porte pas très bien. Le projet vient d'annoncer un licenciement de 25% des employés. Je parle ici de la société Eigen Labs qui est derrière Eigenlayer. Il vient d'annoncer le quart des employés qui est licencié. Ça représente environ 30 personnes, 29 employés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se concentrer sur EigenCloud. D'ailleurs, c'est le nouveau nom de Eigenlayer. Si vous allez sur CoinGecko, on peut voir maintenant EigenCloud au lieu de Eigenlayer. Ça s'appelle EigenCloud. EigenCloud, c'est le cloud en fait qui veut être construit sur Eigenlayer avec les divers composants de Eigenlayer. C'est-à-dire, on a toujours le data availability qui est l'endroit où on peut stocker les données. Regardez, on peut voir ce schéma. On a EigenVerify qui permet de slasher, c'est-à-dire de punir, on va dire, les personnes qui font des choses malveillantes, qui ont des choses stackées. Et il y a l'Eigen Compute. Là, c'est plus la puissance de calcul qui n'est pas on-chain. Et à travers ça, on peut construire des diverses applications décentralisées et surtout, en fait, vérifiables. C'est un peu ce qu'ils veulent pousser, mais on n'a pas encore vu vraiment de réel cas d'usage. Est-ce que les gens vont être intéressés par ça? Mais en tout cas, ils sont vraiment all-in, ils sont à fond sur Eigen Cloud et du coup, ils licencient les personnes qui ne travaillaient pas sur ces sujets pour se recentrer sur leur cœur, sur leur nouveau cœur de métier, Eigen Cloud. La TVL est toujours assez élevée sur Eigenlayer, on parle de 12,7 milliards de dollars. Alors oui, c'est loin des 20 milliards de dollars qu'on avait atteint le 6 juin 2024, mais ça reste quand même pas mal élevé. Le token, lui, il se porte moyennement bien. On a une market cap de 368 millions de dollars, une TVL, une fully diluted valuation à 2000 milliards de dollars. Pardon, je dis vraiment n'importe quoi, à 2 milliards de dollars. Donc ça reste assez élevé. Il y a beaucoup de tokens encore qui vont être émis. En tout cas, voilà. Attention, Eigenlayer, EigenCloud, il licencie, donc ça se porte pas très bien. Mais d'une autre manière, pour moi, c'est aussi une autre vision qu'ils ont. Ils viennent de lever de l'argent auprès de A16Z, donc des investisseurs très connus qui ont confiance dans EigenCloud. Ils ont levé en tout plus de 200 millions de dollars à EigenCloud. Eigenlayer maintenant, peu importe. Le nouveau nom c'est EigenCloud, donc je vais dire EigenCloud, ils ont levé plus de 200 millions de dollars. D'ailleurs, la valorisation à laquelle ça a été élevé, c'est jusqu'à 2 milliards ou 1 milliard de dollars, donc ça représente un peu la FDV actuelle du projet. Mais bon, dommage vraiment pour ce projet ça n'a pas pris en fait le restaking qui est toute la thématique créée par EigenCloud. On n'a pas encore vu vraiment d'application qui fonctionne extrêmement bien avec ça. Alors oui, il y a Etherfi, etc. Mais on attend vraiment un rendement natif, c'est-à-dire divers services qui utilisent Eigenlayer pour sécuriser leur application et qui offrent des tokens en récompense à un taux assez élevé. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ensuite, il y a Elon Musk qui a fait pump un token. Encore une fois, il a parlé d'un token dans un tweet. Enfin, il a parlé d'un mème et il y a un token associé à ce mème. C'est Peanuts. Vous savez, il se passe des choses aux États-Unis avec l'affaire Epstein, etc. Et du coup, il a mentionné Peanuts. Peanuts, du coup, le token, le même coin qui a pump suite à ça. Une petite hausse, on va dire, bien sympa pour ce projet. Mais bon, c'est toujours comme ça. Dès qu'Elon Musk parle d'un token, ça pump. On le voyait beaucoup avec le Shiba précédemment, le Dogecoin, etc. Et ça continue. Ensuite, on a Sharplink Gaming, la société dont le but est d'accumuler des Ethers, qui continue d'acheter des Ethers. Ils viennent d'acheter environ 20 millions de dollars d'Ethers. Ça fait qu'en tout, ils ont 205 000 Ethers. C'est énorme, ça représente 527 millions de dollars. Et ils continuent d'acheter. Ils vendent sur le marché des actions pour racheter de l'Ether. C'est la stratégie qui a été initiée par MicroStrategy, qui est copiée maintenant par plein de sociétés différentes. Et d'ailleurs, une autre société qui s'appelle BTCS a vu son cours augmenter de 100
suite à l'annonce qu'ils comptaient aussi acheter 100 millions de dollars d'Ether. Ils en ont déjà de l'Ether, mais ils vont augmenter la quantité d'Ether qu'ils ont. Donc vraiment, il y a plein de sociétés là qui annoncent ça. J'ai l'impression de vous en parler tous les jours, mais parce que tous les jours, il y a de nouvelles sociétés qui se mettent à acheter ou qui continuent d'acheter de l'Ether, du BTC ou du Solana d'ailleurs. En parlant de Solana, on a les X-Stocks qui sont les actions tokenisées que Kraken réalise en collaboration avec Bakkt, qui se sont arrivés déjà sur Solana. Le but, c'est aussi d'arriver sur d'autres blockchains. Et là, ils viennent d'annoncer leur arrivée sur la BNB Chain, donc la blockchain historique de Binance. On va voir si maintenant Binance va intégrer ces tokens dans le site web Binance, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour la tokenisation des actifs. Après, honnêtement, ça fait longtemps qu'il y a eu des tentatives autour des tokens comme ça, qui représentent des actions, mais ça n'a jamais vraiment pris. À l'époque de Terra Luna, je vous ai dit, ça existait déjà, et finalement, les gens n'étaient pas vraiment intéressés par ça. Je pense plus, moi, à la stratégie de Robinhood, où la tokenisation, c'est pas une fin en soi, c'est juste une manière de simplifier les choses pour la société, et que les actions soient tradées sur des interfaces qui peuvent être centralisées, telles que Robinhood, mais au final, le back-end, c'est bien de la tokenisation d'actifs, c'est bien des actifs qui sont sur la blockchain et qui passent d'une personne à l'autre, et ça enlève énormément d'intermédiaires, surtout au niveau de la finance traditionnelle, c'est juste énorme, et là, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est ce que fait Robinhood, c'est ce que Kraken a pour cible de faire, mais je ne crois pas vraiment aux actions tokenisées sur la blockchain avec des pools de liquidité d'actions tokenisées. Est-ce que les gens vont vraiment être intéressés par ça? Est-ce qu'il y aura suffisamment de liquidité? J'ai beaucoup de doutes sur ça. Ensuite, Polymarket, le marché de prédiction vient de connaître encore un souci. Il y avait un pari sur le fait est-ce que le président de l'Ukraine, Zelensky, allait porter un costume d'ici juillet. Et le marché a décidé que non. Il y a eu 237 millions de dollars de vote. Et en fait, regardez, je vous laisse juger. Est-ce que pour vous, ça, c'est un costume? On peut voir une sorte de veste, une chemise, un pantalon noir, tout est noir. Et au final, ceux qui sont sur Polymarket qui décident en fait du résultat de marché de prédiction, ça se passe par le UMA protocole, UMA, et ont décidé que non, ce n'était pas un costume, il n'y avait pas de consensus suffisant pour déclarer que c'était un costume. Là, je peux vous montrer un article de la BBC qui parle bien de costume, de black suit, mais au final, ils ont décidé que non. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Polymarket et l'oracle derrière, là, le UMA protocole. Il y aurait des baleines qui décideraient en fait des votes, qui voteraient pour eux et qui au final manipuleraient les votes. Et je pense qu'il y a clairement un souci à ce niveau-là. En fait, c'est le problème de la décentralisation des marchés de prédiction. C'est comment décider de quelque chose. Est-ce que c'est juste avec un nombre de tokens pour voter? Est-ce qu'on rajoute une couche de centralisation? Polymarket tente des choses, ça marche, ça a marché jusque-là, mais je pense qu'on est en train d'atteindre les limites sur un certain nombre de votes. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.